Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, Madame et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, chers collègues panélistes, Monsieur le vice-recteur en charge de la recherche et de la coopération de l'Université de Yaoundé 1, Monsieur le professeur Vincent Doudé-Godet, directeur du Centre des études et stratégiques de l'Université de Yaoundé 2 à Soa, Leur Majesté, les chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs, cher ami, professeur Charles Binam-Dikoy et secrétaire exécutif du CERDO Tola, merci de m'avoir invité, de m'avoir associé à cette cérémonie de présentation officielle du support conceptuel de ce que je peux modestement appeler le projet Indus Tradition de l'Afrique. D'emblée, je voudrais féliciter toute l'équipe, hommes et femmes de culture, réunis au sein du CERDO Tola sous votre coordination et qui a conduit à l'exigeant, monumental travail de conception, d'analyse, d'explication, et nous venons de le suivre à travers l'exposé du docteur Bien, d'illustration du concept opératoire Indus Tradition qui en même temps des projets qui aujourd'hui est présenté. Mon cher ami, vous me permettrez de dire que en parcourant cet ouvrage, vous m'avez offert, vraiment, vous m'avez demandé un pinceau pour lire tout ceci. Et surtout qu'il représente pour moi ce qu'on dit habituellement, un véritable travail de bénédictin au regard de la qualité innovante de la réflexion, du soin apporté à la clarification des concepts, à la précision aussi du détail et des nuances, afin, me semble-t-il, c'est comme cela que je l'ai reçu, afin de désambiguïser toute lecture, ou si vous préférez, toute herméneutique. Chers amis, je vais vous avouer un trouble. Quand j'ai fini, j'ai achevé la lecture de cet immense livre, si attachant du reste, et après avoir pris de la distance
la distance que doit observer tout chercheur. Après avoir pris de la distance, et de la bonne distance, par rapport à son contenu, par rapport à ses trajectoires, mon cher ami, j'ai cherché longtemps à identifier et à comprendre ce que je peux appeler la ligne de nouveauté de ce discours, du discours qui est tenu dans cet ouvrage et des discours que nous venons de suivre. Quelle est la ligne de nouveauté? Autrement dit, est-ce que cet ouvrage réellement m'apporte quelque chose de nouveau par rapport au savoir qui est aujourd'hui le nôtre, et immense déjà, en relation avec ce que on a appelé l'émergence. L'émergence de l'Afrique et tout ce discours justifié et développé depuis 2010. Quand j'ai terminé, quand j'ai fermé cet ouvrage, je me suis posé la question, est-ce que la nouveauté est dans la justification africaine des politiques nationales d'émergence? Est-ce que la justification est dans l'appropriation, la réappropriation du discours sur les traditions en ces temps-ci qui sont les nôtres? En fait, mon cher ami, je n'ai pas trouvé que cet ouvrage était une justification naturelle des discours sur les politiques nationales d'émergence. Car à la vérité, et nous le savons tous, depuis 2010, année de célébration des cinquantenaires des indépendances africaines, sous le mode festif et réflexif, l'Afrique noire, le sous-continent noir, a eu à dresser le bilan de ses trajectoires politiques, de ses trajectoires économiques, sociales et culturelles. Il me souvient très nettement que sous la coordination de mon ami M. Makili Gassama, d'éminents chercheurs, sociologues, anthropologues, philosophes, politistes, économistes, socio-économistes, ont eu à présenter un bilan sans complaisance de l'Afrique, de ses marches
à travers un ouvrage aujourd'hui de référence scientifique et politique demeuré incontournable aujourd'hui et qui s'intitule « 50 ans après, quelle indépendance pour l'Afrique ?» L'ouvrage, cher ami, on le sait, ouvre des perspectives tout à fait stimulantes, tout à fait engageantes, et qui conduisent, comme vous venez de le dire, à la fois les ministres de la Culture, des Arts et de la Culture, et le ministre, Sa Majesté Narcisse Mouelekombi, ministre des Sports. Cet ouvrage a permis donc ces avancées en termes de sursaut de l'Afrique dans les domaines de l'activité humaine. Et c'est pourquoi, lorsque j'ai fini de lire ceci, et j'ai pris la bonne dimension, la bonne mesure de toutes celles et de tous ceux qui ont contribué à cet immense travail de bénédictin, je me suis dit oui, à la vérité. Le philosophe béninois Stanislas Adotevi avait raison lorsqu'il invitait et recommandait aux politiques et aux hommes et femmes de culture en Afrique de se doter des concepts opératoires pour éclairer, illuminer rationnellement les nouvelles trajectoires à entreprendre. Et bien sûr, ce n'est pas des concepts pour les concepts, mais des concepts signifiants. Des concepts qui, à travers leurs signifiants, nous amènent à nous interroger et à intelliger les différents signifiés. Car il ne s'agit pas simplement d'avoir des concepts qui sont signifiants. Encore-t-il que les signifiés nous soient dévoilés. Et nous savons que les propositions n'ont pas manqué pour exemplifier cette nouvelle démarche. D'aucuns ont longuement parlé de la renaissance africaine pour traduire justement à travers des concepts nouveaux, opératoires, la démarche qui pourrait être comparable à celle d'aujourd'hui. Et cette renaissance africaine s'est faite en écho à la négro-renaissance de Harlem, des poètes de Harlem, qui ont eu à exprimer leurs rêves, leurs aspirations. Je vais parler ici de Langston Hughes, de Countee Cullen, de John Touma. Puis se sont ajoutés les panafricanistes que nous connaissons et qui effectivement caressaient cet espoir qu'une fois de retour en Afrique, ils deviendraient des Black Stars. C'est très symbolique, le ministre Mouelekombi a parlé tout à l'heure de symbolisme. Voilà encore un autre symbolisme. Les Black Stars, du nom de ce bateau qui transportait les Africains noirs, enfin, les Noirs américains, qui rentrèrent en terre africaine pour de faire en fait de cette terre africaine un lieu. Le mot n'était pas lâché, cher ami, mais le mot existait conceptuellement.
Donc pour réaliser quoi? L'émergence. L'émergence de l'Afrique. Et le mot Black Star a gardé toute sa résonance à travers le grand souvenir, n'est-ce pas, du président ghanéen Kwame Nkrumah Lossayefu. L'ancien président du Bénin, Thomas Boni Yaye, a aussi suggéré une démarche lors d'un symposium tenu à Cotonou en octobre-novembre 2010, en proposant le concept opératoire de refondation de l'État africain post-colonial. Tandis qu'en mai 2010, le président de ce pays, son Excellence Paul Biya, lançait du 17 au 19 mai 2010, à travers, au sein d'une grande conférence internationale, Africa 21, ce concept aujourd'hui devenu le concept africain, l'émergence de l'Afrique. Alors, comment alors ne pas saluer, comme certains l'ont dit, le temps de l'Afrique? Et bien sûr, nous faisons, vous avez fait allusion à cet immense travail de notre ami Severino. Et bien sûr, on peut aussi en ajouter Hervé Bourges. L'Afrique n'attend pas. On a donc pu voir comment les places fortes, les places publiques des capitales africaines ont revêtu des couleurs, ont revêtu des pavoisements tout à fait nouveaux aux couleurs de l'émergence. Mais l'émergence n'a pas touché que les politiques. L'émergence, dans son effervescence messianique, a aussi touché la sphère universitaire. Et c'est la raison pour laquelle, autant qu'il m'en souvienne, et vous me l'accorderez, à l'université de Yaoundé 2 à Soa, nous parlions de l'émergence universitaire. Non pas tant dans le sens de la métaphore maritime, sortir la tête de l'eau, ce qui à la vérité était d'un symbolisme significatif à l'état numéro 1. Mais en fait, à l'état ésotérique, monsieur le ministre Mouéné-Kombi, pour reprendre votre expression, à l'état ésotérique, il s'agissait de sortir la tête du lot commun de la normalité. Nous disions à l'époque de la normalité universitaire. Peut-être aujourd'hui de la normalité civilisationnelle, puisque nous sommes ici au sein, n'est-ce pas, du cercle là, et donc au cœur où on pense les cultures, et on pense les traditions et leur devenir. Donc, on a mis en place donc des cultures, des politiques nationales d'émergence partout. Le Cameroun a lancé le DSE. Mais, mesdames et messieurs, et mon cher ami et chers collègues, la nouveauté n'était pas à rechercher de ce côté-là. Bien sûr, il y a des allusions tout à fait significatives à l'émergence africaine, à sa philosophie, à son historicité, même symbolique. Et je reviens encore au-delà du symbolique, de ce qui n'est pas directement apparent et donc de l'ésotérique. L'émergence, pas tout à fait l'émergence, disons,
La nouveauté que je cherchais est à chercher ailleurs. Alors, quelle est-elle? Cher ami, professeur Benamikoy, aussi loin que je puis remonter dans le temps long qui s'écoule, afin de pouvoir caractériser cette œuvre magnifique, je n'ai trouvé qu'un concept. Pour enfin le qualifier et peut-être même essayer sur un autre plan plus ou moins ésotérique, en saisir toute sa dimension symbolique, en la rattachant à l'histoire littéraire et à l'histoire politique, c'est le terme manifeste. Cher ami, vous nous avez donné un manifeste. Et je vais utiliser le mot manifeste ici pour les littéraires, en référence au manifeste du surréalisme d'André Breton. Et bien sûr, et aux politiques, au manifeste du Parti communiste de Karl Marx. Pourquoi effectivement je dis que j'ai reçu, quand j'ai fini de lire cet ouvrage, et que j'ai fermé mes yeux, et que je cherchais qu'est-ce que je peux en retirer? Pourquoi le mot, le concept de manifeste s'est imposé à moi? Parce que, en toute évidence, le manifeste, c'est un genre littéraire, mais qui s'est défini par au moins deux considérations incontournables. Il y a d'abord la rupture, et puis il y a deuxièmement la déconstruction du savoir et des coûts. Alors, si je dis que cet ouvrage est un manifeste que vous nous donnez, en écho à André Breton, en écho à Karl Marx, il s'agit ici de quelle rupture? Vous-même, vous aviez dit que cet ouvrage reflétait un paradigme. Donc, je l'ai reçu comme une rupture épistémique. Oui, le projet Indus Tradition du Cerdo Tola est en rupture épistémologique avec les discours qui jusque-là, politiques ou scientifiques, ou sociologiques ou anthropologiques, qui portent et signifient la démarche politique émergentielle, ou si vous préférez, émergentiste, entrevue et formulée depuis 2010. Oui, lorsqu'on fait, et là je vais parler sous l'autorité de mon ami le professeur Vincent Tounet, lorsqu'on fait l'herméneutique de ces discours politiques porteurs de l'émergence de l'Afrique, on se rend compte que ce blocage théorique ou paradigmatique qui porte ces discours, qui porte cette politique, que ce soit au nord comme au sud, et même singulièrement au sud, montre très bien que tous ces discours reposent sur une simple justification qui est, vous l'avez dit, la division internationale du travail. Oui, vous me permettrez de le dire ainsi, et je vais vous le dire tel que je le ressens.
nous, Africains, n'avons pas intelligé suffisamment ce que nous avons nous-mêmes appelé émergence. On a construit un discours d'illustration de ce concept, mais sur la base des présupposés théoriques qui ne nous appartiennent pas et qu'on ne maîtrise pas. Voilà le dilemme. Et c'est pour ça, vous me permettrez de... Oh, je ne sais pas comment vous prendrez cela. Est-ce une critique? Est-ce une observation? Mais c'est pour ça que ces discours, à la fois universitaires et politiques, ces discours émergentiels, ont le défaut de leur qualité. Ils sont littéralement dominés par la philosophie hégémonique ambiante et qui est l'économisme. Je dis bien l'économisme, mais entendez-nous bien, ce n'est pas que j'ai quelque chose contre l'économie, loin s'en faut. Mais quand même, le discours est substantiellement porté, illustré de manière, on dirait, à satiété par l'économisme. Bien sûr, ce qui réduit l'émergence à une philosophie politique unidimensionnelle, sans nier, sans renier et sans remettre substantiellement en cause la part importante et stratégique de l'économie dans les politiques d'émergence, vous m'accorderez que l'on puisse dire que on ne peut pas oublier que la nécessité de l'émergence est culturellement sentie comme un phénomène holistique. Et je reprends ce terme que vous avez tout à l'heure lâché, vous n'avez pas insisté, mais je l'ai bien noté, dans un phénomène holistique. Et je comprends donc, premièrement, je comprends donc que ceci est un apport important à mettre au crédit des chercheurs du CERDOTOLA dans le cadre même de la justesse de leur perception. Rentrons maintenant dans la perspective méthodologique de ce qu'on appelle un manifeste. Un manifeste, c'est une rupture épistémique. Bien sûr, André Breton a eu à poser de nouvelles bases, de nouvelles perceptions éthiques et esthétiques de la poésie. Tout comme Karl Marx a eu à poser de nouvelles bases de la conception d'une histoire politique et économique. Après cette rupture, il y a quoi d'autre? Il y a la déconstruction. La déconstruction des savoirs. La déconstruction de l'éthos. La déconstruction de l'esthétique. Et vous comprendrez, mon cher ami, et vous m'en accorderez, que je puisse emprunter ce concept à l'immense philosophe Heidegger. Lorsque j'emploie le terme déconstruction, je renvoie à la philosophie de l'être de Heidegger, à son ontologie. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que Heidegger vient chercher ici
ou même son disciple Jacques Derrida, mais parce que nous sommes dans un monde complexe. Parce que quand nous parlons du décollage de l'Afrique, de son émergence, nous ne sommes plus dans l'unidimensionnalité des choses. Nous sommes dans la complexité. Et il faut comprendre ici le mot complexité au sens de Edgar Morin. Complexus, en latin, veut dire tout se tient. Nous sommes donc dans un monde complexe, dans un monde où tout se tient. Où naturellement Heidegger ou Derrida nous enseignent sur la discipline de l'esprit, notre esprit, lorsque nous convoquons les concepts. C'est pour ça tout à l'heure je disais qu'il ne s'agit pas simplement d'être séduit par la beauté du signifiant des concepts. Mais en fait, ces signifiants renvoient à quel type de signifié, à quel type de résonance. Eh bien ici, lorsque nous disons que cet ouvrage est une déconstruction, ça veut dire que cet ouvrage dévoile quelque chose qui est dans la construction du concept émergence n'a pas été évoqué, n'a pas été prise en considération, a été oublié, ajourné, ou comme dit Derrida, a été mis dans la différence. Et écrivez différence ici avec A et non avec E. Parce que différence ici avec A, c'est un substantif qui vient du participe présent différent, du verbe différer, retarder, ajourner, oublier. Alors, qu'est-ce qui, dans la démarche de la construction et de l'appréhension, cher ami, de l'être émergentiste, a donc été oublié et qui aujourd'hui peut être retrouvé par une opération philosophique d'anamnèse, pour parler comme Heidegger? C'est bien sûr la tradition. Et vous avez raison de convoquer aujourd'hui la tradition pour montrer que nous ne sommes bien pas que l'économisme qui doit être hégémonique dans l'appréhension des concepts aussi complexes au sens d'Edgar Morin. Donc, ce sont les traditions. Et vous avez raison, naturellement, de les convoquer sur le double regard, la double opérativité, à la fois l'industrialisation des traditions, mais en même temps aussi l'industrialisation de l'Afrique par les traditions. Ça, je vous le dis vraiment en toute amitié, ça, je l'ai vraiment apprécié. Donc, ceci est donc à mettre au crédit de vos chercheurs et de vous-même. Mais toujours, à travers ma méditation, lorsque j'ai fermé les yeux, nous avons le concept, émergence. Nous avons ensuite l'indus tradition, qui ne justifie pas l'émergence, mais qui montre la voie par laquelle il faut passer. Alors j'ai compris que pour ceux qui sont assez philosophes, quand ils liront ce travail, je l'ai senti comme un discours de la méthode. Mutatis mutandis. Discours de la méthode.
pour qu'effectivement, nous ne nous contentions pas simplement des concepts opératoires, mais comment les mettre, les mobiliser pour les mettre en action. C'est ça l'important. Mais alors, mon cher ami professeur Binam Bikoy, est-ce que cette approche est possible par ces temps qui sont les nôtres, par ces temps-ci? Pensez-vous véritablement qu'on peut arriver à mobiliser la tradition, qu'on peut arriver, comme le disait dans un immense et fervent plaidoyer le ministre et mon cher ami Narcisse Molekombi, Sa Majesté, qu'on peut mobiliser l'ésotérisme africain pour soutenir l'émergence, mais dans quel contexte paradigmatique? Si c'est dans le même contexte paradigmatique qui justifie et valorise la division internationale du travail, alors, mon cher ami et professeur, j'en doute. C'est pourquoi, modestement, je voudrais aussi inviter les chercheurs, l'équipe des chercheurs réunis autour de vous, de réfléchir sur une seconde rupture, une rupture paradigmatique, cette fois-ci en structure profonde, car jusque-là nous avons abordé l'émergence en structure de surface. Il nous faut maintenant remonter jusqu'au présupposé, en structure profonde, pour que ce que nous souhaitons soit réalisable. Car à la vérité, cette mondialisation qui porte et justifie cette division internationale du travail, tant qu'elle n'est pas subvertie intellectuellement, nous ne serons pas en mesure de mettre en œuvre et en mouvement tout notre génie, toute notre vision d'émergence dans l'optique de l'endogénéité que j'approuve du reste. Car à la vérité, le modèle fondateur sur lequel se greffent nos pensées est encore exogène. Lorsque cette mondialisation que nous connaissons d'essence néolibérale sera intellectuellement subvertie et que nous aurons mis en place une altermondialisation ou une hétéromondialisation, alors en ce moment-là, en tenant compte et de la complexité qui s'appuie sur la diversité. Le ministre Molekombi a parlé de la diversité des couleurs, des nuances. Mais oui, mais c'est ça la vie. Mais si nous voulons que cette vie soit industrialisée, comme cela s'est fait en Corée du Sud, comme cela s'est fait au Vietnam, comme cela s'est fait en Chine, il nous faut une seconde rupture. Subvertir la mondialisation telle qu'elle est vécue aujourd'hui, mettre en place les jalons, les bases d'une altermondialisation. À la vérité, est-ce que ce n'est pas ce que le président de ce pays, son président Paul Biya, parle de mondialisation à visage humain? Je le traduis ainsi, peut-être plus rapidement et d'une manière un peu plus passionnée, parce que ce livre m'a passionné et je voudrais vous communiquer cette passion. Mais je pense que cela n'est possible qu'après la subversion de cette mondialisation néolibérale, car avec l'hétéromondialisation, nous pourrons enfin mettre en place un nouveau paradigme de tous les possibles politiques
émergentielle. Merci pour votre patience.